Bienvenue dans Destination RH. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment rendre le recrutement supersonique. Et on a invité Rassam. Salut Rassam. Salut Rassam. Hello les gars, vous allez bien? Super. Top. Rassam, tu peux peut-être nous redire quelques éléments sur ton parcours, où tu en es aujourd'hui? Alors, je ne suis pas footballeur professionnel, je ne cours pas aussi vite que Kylian Mbappé. Malheureusement, je suis dans le recrutement et dans les RH depuis 15-20 ans. J'ai bossé en cabinet pendant 10 ans et je suis passé in-house en recrutement interne et gestion des talents au sens large dans des boîtes tech, Axway, Doctolib. Aujourd'hui, depuis bientôt 3 ans, chez Free. Et donc, je travaille sur la culture, la com interne également, le recrutement, le développement des talents. Alors, bon, on va peut-être pas rendre le recrutement supersonique, c'était un peu le teaser de l'épisode. Quoique. On fait pas une course dans l'avion? Quoique. J'ai vu que récemment, chez Iliad, chez Free, vous aviez lancé votre marque employeur, un dispositif autour de... C'est très récent, ça quoi, 6 mois? Exactement, en juin dernier. Alors, première question qui me vient, c'est pourquoi si tardivement? C'est vrai, parce que si le thème c'est d'aller vite, effectivement sur ce sujet, Free s'est pas positionné le plus rapidement sur la marque employeur, mais c'est un peu les fables de La Fontaine, la tortue et le lapin. Finalement, on a attendu, mais on en a sorti une qui était authentique, qui nous représentait, où on avait quelque chose à dire enfin sur le sujet. Effectivement, la plupart des gens, je pense, ont en tête Free comme un opérateur pas comme les autres. Et moi, depuis que j'étais arrivé, un truc qui m'avait effectivement choqué, c'est que je m'attendais du coup à retrouver un employeur vraiment pas comme les autres. C'est ce que j'ai vu dans les faits, mais c'est pas ce qu'on communiquait sur le marché. Et donc ça, c'était quelque chose qui était de l'ordre de l'impensé en fait. C'était pas vraiment une stratégie. C'est juste que Free a foncé sur disrupter le marché des opérateurs en France, en Europe, et le sujet était un petit peu plus impensé, mais c'était déjà lancé. Parce que avant même que j'arrive, il y avait les focus group, des groupes avec les managers qui étaient montés pour essayer de sortir ce qui nous représente, les valeurs, comment les collaborateurs se ressentent, ce ressenti qu'on sent tous de l'état d'esprit Free, comment on peut l'articuler côté employeur. Et donc moi je suis arrivé et il y avait déjà ce projet qui était lancé. Et donc on est arrivé sur cette campagne en juin dernier qu'on a sortie qui s'appelle « Et toi, t'es libre ». Évidemment libre sur l'aspect Free, évidemment libre sur l'aspect est-ce que t'es libre dans ta tête pour travailler dans une boîte vraiment pas comme les autres, est-ce que tu es libre pour appeler, répondre à nos recruteurs ou postuler chez nous. Est-ce que ça répond à un besoin aussi structurel, organisationnel chez Free, qui est de se dire on a besoin, par rapport au projet, à nos ambitions, est-ce qu'on a une augmentation des volumes de recrutement? Ouais, alors ça a été très vrai là sur les dernières années, des plans d'ailleurs en interne qu'on appelle Odyssée, tous les 4 ans, des plans stratégiques. Il y a eu une hyper croissance, on peut même dire chez Free. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que entre 2015 et 2020, il y a eu une croissance de plusieurs milliers de collaborateurs. Je dis peut-être n'importe quoi, mais entre 5 et 7 000 à 10 000 collaborateurs environ aujourd'hui en France. Et donc on continue à recruter évidemment beaucoup, parce qu'il y a un turnover aussi naturel dans la boîte qui est un petit peu plus faible que chez les autres, mais quand même important. Et sur les métiers tech, sur les métiers boutiques, avant Free, vous l'avez peut-être en tête, puis vous êtes plus très jeunes. Moi j'ai bientôt la quarantaine. Mais... On lui donne un parachute ou... Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il Attention, on va appuyer sur le bouton, siège éjectable. Non mais en fait, nos concurrents avaient des boutiques où tu pouvais aller acheter ton forfait, ta box, et Free pendant très longtemps c'était full digital. Depuis 5 ans, on a aujourd'hui plus de 220 boutiques, 250 boutiques en France, et donc là ça a été un rythme très très soutenu d'ouvrir des boutiques, et donc le recrutement autour des métiers de la vente boutique, plus la distribution, plus les Free Proxy qui sont des hubs qu'on monte dans toutes les villes pour le support abonné. Tout ça, ça a fait qu'on a recruté évidemment pas mal ces dernières années. On va sûrement se stabiliser un petit peu plus sur les prochaines, mais en fait, au-delà, pour répondre à ta question, c'était pas un ROI qu'on cherchait de il faut qu'on recrute, on n'y arrive pas, machin. Donc, en toute humilité, tout le monde a besoin quand même d'attractivité sur des métiers niches pour certains profils, mais dans l'absolu, c'était pas l'enjeu majeur. C'était plus une campagne de notoriété pour dire voilà, vous avez en tête que Free est différent en tant que produit, en tant que marque, en tant que presque projet social. Dites-vous que tous ceux qui sont derrière en interne, et c'était presque quelque chose pour faire de la reconnaissance et un sentiment d'appartenance en interne. Donc c'est un paradoxal parce que tu fais un truc pour l'externe, mais en fait pour valoriser l'interne quelque part. Donc c'est plus ça le ROI et
la valeur ajoutée qu'on voulait faire et le succès qu'on a eu sur cette campagne. Franchement, moi, le kiff, c'est de voir à quel point en interne, les gens ont apprécié cette campagne-là. Et forcément, il y a eu un avant-après, toutes ces campagnes. Ouais. Et tu as pu voir la magnitude de l'impact en termes de, je sais pas, de volume de candidature. Oui. Alors, on l'a suivi de manière très précise pendant le premier mois, comme toujours, parce que tu mets aussi un petit peu de paid sur certaines campagnes, donc tu vas les traquer, tu as des datas plus précis et tu regardes les pics, c'est souvent en pic. Donc là-dessus, on est très bon. J'ai eu mon entretien annuel avec le CEO France, Nicolas Thomas, que je salue, qui ne regardera sûrement pas, mais qui m'a dit, ce serait bien quand même d'avoir des datas réguliers. Et on en est où là après 6 mois? Donc on va regarder ça, mais pour te donner les trucs les plus précis que j'ai en tête, on a fait plus de 33% et 50% réciproquement sur les métiers de la tech et boutique en pic de candidature. Donc les conversions, on est en train de les traquer un petit peu en termes de qualité. Et après, on a eu sur LinkedIn, parce qu'on a fait beaucoup une campagne d'ambassadeurs salariés sur LinkedIn. On a fait des défis LinkedIn pour poster pas mal de choses. Et là-dessus, on a eu un boost de candidature à travers LinkedIn, parce qu'on a également nos offres sur LinkedIn. Et on a eu une notoriété sur la marque Free, la page Free en abo aussi. Donc ça, on a plutôt, on a traqué tous ces éléments-là. Donc oui, réussite quand même en termes de pic d'activité, de trafic et de conversion candidature. En termes de recrutement, c'est encore un peu tôt. Enfin, c'est le moment là de regarder, mais j'ai pas encore les chiffres. Et quand tu parles de campagne d'ambassadeurs interne, c'est compliqué d'embarquer les collaborateurs. Tu fais comment en fait? J'ai écrit une tribune récemment sur Hello Work là-dessus, sur le fait que moi j'avais eu l'expérience en tech chez Doctolib notamment à travers les programmes de tech advocacy, donc les DevRel, les profils qui chez les développeurs, dans leur mission, et même parfois à plein temps, je pense au Bon Coin ou à d'autres boîtes comme Datadog qui ont des profils de ce type, ont des gens qui sont là pour animer une communauté tech, pour les amener à écrire, aller faire des confs. C'était pas encore à l'époque les podcasts, les trucs comme ça, c'était beaucoup d'écrits, c'était beaucoup de conférences où il fallait animer des trucs un peu techniques. Mais moi, j'ai pu voir ça de l'intérieur parce qu'on a créé un blog qui s'appelait Tech Life chez Doctolib. On a créé pas mal d'actions autour de ça, autour aussi de la féminisation des métiers tech. Et j'ai pu voir en fait que ça avait créé un engagement en marque employeur, dans le process de recrutement, etc. Mais surtout, un sentiment d'appartenance et de fierté pour les entreprises, pour les développeurs qui étaient dans les équipes, qui étaient fiers qu'on se dise, on nous donne une voix. Et donc ça, je me suis dit, ok, c'est cool. J'ai commencé à l'appliquer et c'était un peu mon coming out sur LinkedIn parce que je faisais partie de ceux qui disaient, c'est pour les bouffons de poster sur LinkedIn, etc. Les vrais, ils sont sur le terrain en train de bosser, machin, etc. Et en fait, je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi un peu faire la même chose sur les métiers recrutement RH, parce que j'avais aussi on recrutait beaucoup de recruteurs et on allait chercher des profils qui n'étaient pas forcément francophones, donc Doctolib, ça leur parlait pas forcément. Et donc j'ai commencé à me storyteller, raconter notre histoire pour qu'on est bon en tech, recrutement chez Doctolib. Et pareil, ça a fait la même chose. Ça a attiré des candidats, mais surtout dans l'équipe, ils étaient fiers d'être là parce que c'était the place to be, entre guillemets, en France à une certaine époque dans la French Tech. Et donc voilà, fort de ces expériences, chez Free, pareil, ils ne m'avaient pas attendu, ils avaient réfléchi pas mal à des programmes et on a lancé ce programme Iliad Advocacy. Tu vois, on vient de discuter avec Linda de chez L'Oréal qui s'occupe de tous les programmes, diversité, inclusion, et qui nous disait justement, je fais le parallèle, on a besoin de rôle modèle en entreprise. Est-ce que finalement, toi, tu es un peu un rôle modèle en matière de communicant, un exemple pour les RH, pour les recruteurs, etc. Comment tu arrives quand même à les embarquer dans ta lignée, je dirais, parce que toi, Rassam, tu as ta personnalité, tu vois, tu as tes codes à toi, ton histoire, tu en as parlé récemment, ton histoire perso sur LinkedIn. Ok, donc tu t'es forgé une histoire, tu es comme ça, tu as tes codes, tu embarques les gens, tu es rayonnant, voilà. Mais quelqu'un de plus timide dans ton équipe, ou comment tu fais pour... Je reviens à la question de David. Comment tu fais pour embarquer des ambassadeurs qui ne sont pas Rassam? C'est vrai. Tout le monde n'est pas Rassam, c'est clair. On est tous uniques. Oui, en même temps. C'est ce qui fait la beauté aussi. Parce que les gens souvent sont beaucoup plus hésitants, peureux. Oui, mais grave. Mais attends, en fait, moi, quand je suis arrivé, il y avait une communauté de comités CODIR RH auquel j'appartiens. Donc, en fait, il faut y aller déjà step by step pour pas faire peur aux gens. Tout le monde n'a pas vocation à devenir ambassadeur, influenceur, je ne sais quoi. Mais déjà
de désacraliser l'outil LinkedIn, parce que bon, on parle quand même de ça, on va pas faire que de la pub pour LinkedIn, mais c'est quand même aujourd'hui l'endroit majeur où tu vas faire de l'influence RH, c'est quand même sur LinkedIn. Et donc le truc qu'on a fait, c'est que j'ai commencé à faire une présentation sur l'outil, pourquoi LinkedIn c'est important, qu'est-ce qu'un post, qu'est-ce qu'un engagement, pourquoi liker, commenter, tout ça c'est important, sur communauté RH. Après, on a ouvert un truc sur du volontariat, sur des managers qui avaient envie d'en savoir un peu plus. Donc on avait fait la première année, rien de très officiel, en parallèle à préparer la campagne marque employeur, on avait ces moments-là. Et ensuite, quand on a lancé la marque employeur, 6 mois avant, on a créé cette communauté Ilya Advocacy, et là on a demandé aux RH et aux managers donnez-nous des noms, et puis aussi sur la base de volontariat, de gens qui... et là, il faut représenter au maximum, donc c'est pas que des managers, c'est pas que des gens qui sont au siège, c'est partout, c'est sur tous les niveaux de poste. Et on les a formés, pareil, on leur a donné un cadre, et on leur a dit, c'est pas pour autant qu'il faut poster tous les jours. En fait, vous êtes totalement libre de vous emparer du truc. Et donc, chacun son style, c'est ce que je dis. Moi, j'aime bien, parce que comme tu dis, en fait, oui, dans quelques temps, je peux être un peu une inspiration ou un symbole de dire en fait, lui, si ce qui lui parle c'est le rap, ou ce qui lui parle c'est sa vie perso, le fait qu'il ait voyagé, il a vécu un peu partout. Bon, moi, j'ai un autre vécu, mais si lui se permet de le faire, moi, pourquoi pas? Et donc moi, c'est peut-être la guitare, moi, c'est peut-être le fait que... et on a tous des choses à raconter. Mais je suis pas naïf de dire qu'il faut... tout le monde doit faire la même chose, tout le monde doit chanter, tout le monde doit... et ça, je suis très, très explicite quand on en parle. Chacun va ramener un peu de son ADN. Ouais. En fait, il faut que ça soit authentique. Parce que si, du coup, tu as une boîte qui commence à tous se ressembler, c'est pas très... Il n'y avait pas vraiment de guidelines. L'idée, c'était plus d'inciter les gens, de les inspirer à prendre la parole et à... Okay. Ouais, et puis de toute façon, et c'est ça la force d'une campagne marque employeur qui est authentique aussi. Il y avait des valeurs, il y avait des preuves, il y avait des promesses, il y avait des focus groups, tout ça était du concret. Et en fait, une fois que tu avais fait ça, tout le monde avait déjà en tête, tu sais comment ça se passe. Mais bien sûr, et moi ça me parle, je suis là depuis X temps, mon manager a fait ça, et j'ai déjà plein de choses à raconter qui sont... le cadre, il est déjà donné. Et après, on donne big up aux équipes com qui m'aident là-dessus. Bien sûr, il y a des aspects confidentialité, notamment chez Free, on a une culture un peu du teasing, du secret qui est fort. Faut faire un petit peu attention. Mais il y a un lâcher-prise, et ça c'est le message que je passe à tous ceux qui veulent y aller, c'est cadrer le truc, que ce soit authentique, et surtout, il y a quand même de votre côté, dirigeants, équipe com, corp, un sentiment de lâcher-prise qu'il faut vraiment avoir pour que les gens se sentent libres quand même d'y aller, et de pas de se dire, dès que je vais faire un truc et que je vais être à côté, je vais me manger un blâme, quoi. Et de manière, si on revient beaucoup plus terre à terre par rapport à vos process de recrutement, aux outils que vous utilisez aujourd'hui, comment ça fonctionne de manière très opérationnelle, le sourcing, c'est quoi les pratiques internes? Alors les pratiques internes, elles sont assez classiques, j'ai envie de dire, et en même temps plutôt singulières. La devise de Free, c'est liberté, simplicité et vérité. Les devises et les piliers, on va dire, de la marque employeur sont assez proches. C'est autour de cette agilité, ce sentiment de liberté, d'impact, d'apprendre, de s'épanouir, d'être soi-même. Et du coup, là-dedans, le process de recrutement ressemblait déjà, alors soit de manière pensée ou impensée, et donc ils étaient déjà simples, ils étaient rapides et ils étaient justes dans une certaine mesure, et là-dessus on travaille, mais simple parce que vu qu'il n'y avait pas forcément des équipes de recrutement dédiées, il y avait des RH, il y avait des managers très autonomes, on professionnalise aussi de plus en plus quand même le recrutement à certains niveaux. Moi, dans mon équipe en direct, j'ai créé des équipes corp et tech, par exemple. On va dire on a spécialisé un petit peu plus, mais les équipes boutiques, les équipes de la relation abonnée avaient déjà des équipes de recrutement. Et donc là-dessus, il y avait des process plutôt simples. Forcément, on a un fondateur et un actionnaire principal que tout le monde connaît, Xavier, qui distille et instille cette simplicité tout le temps. Il a toujours eu, il a jamais été fan des process à rallonge. Et aujourd'hui, on va dire la plupart de la direction est plutôt embarquée là-dessus. On a 3-4 étapes, on n'a pas des business case à tout va, on en met parfois quand il faut, parce qu'il ne faut pas être non plus dogmatique sur le sujet, mais moi je venais de Doctolib, hyper structuré, on pouvait avoir beaucoup d'étapes, notamment sur le COMEX ou les métiers tech, où parfois c'était 5, 6, 7, 8 étapes, etc. Donc ça, simplicité de je sais où ça commence, je sais où ça s'arrête, et en gros c'est rapide, ça l'était. Par contre, à mon sens, et toujours aujourd'hui
aujourd'hui, on ne communique pas assez le point de départ et le point d'arrivée dès le début, parce que vu que c'était pas vraiment documenté, scripté, structuré, en fait tu le sais pas trop. Et en vrai, chez Free, on aime bien avoir cette agilité de, je pensais que c'était 3 étapes, mais en fait il y a une 4e, il y a une 4e qui va venir. Ouais, ok. Mais je trouve que c'est pas grave, parce que on parle de vélocité, la rapidité, c'est pas de se dire c'est une semaine, et c'est de s'adapter. Et en fait, pour être vraiment rapide, il faut être agile. Et donc si c'est 2 semaines, c'est 2 semaines. Je dirais que là où il faut qu'on s'améliore aussi, c'est sur la prise de décision. C'est très vite, c'est très bien de dire c'est simple, c'est rapide, on sait où ça commence. Pour côté candidat, c'est cool. En plus, la candidate peut se projeter. Mais parfois, la prise de décision nous fait perdre ces 10 jours d'avance qu'on a pris sur les autres. Parce que... c'est quoi, c'est avoir le feedback du hiring manager feedback des candidats, savoir est-ce qu'il y a une last step avec finalement un membre de la direction ou un N+, qui voulait quand même le voir, ou machin. Ou parfois, il y a un doute. Et ce doute-là, il met un peu trop de temps à être tranché. Mais globalement, chez Free, pareil, on a quand même une tolérance au risque assez élevée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on assume plutôt bien dans l'ensemble de se dire on peut aller vite, on peut aussi se tromper, mais ça, c'est aussi un message pour toutes les boîtes qui veulent aller plus vite. Il faudra être prêt à prendre plus de risques et sûrement être un peu plus rapide aussi dans la période d'essai, de se dire de manière cohérente, franche, dès le début, avec des objectifs clairs, de se dire voilà, dans 3 mois, dans 6 mois, on va se voir. Ça va peut-être le faire, ça va peut-être pas le faire, et c'est ok, ça va pas être un drame dans la boîte de se dire. J'en ai parlé récemment, et surtout au niveau COMEX ou du exec, beaucoup de boîtes surintellectualisent le recrutement d'un exec, et du coup, mettre 6 mois avec des process, des cabinets, des assessment centers, machin, etc. Et après, derrière, vu l'investissement qu'ils ont mis et vu en fait l'hypothèse de justesse, de prédictivité de leur process de recrutement, ils veulent pas se déjuger. Ils peuvent pas se déjuger au bout de 2 mois. Et un VP ou un CEO qui est arrivé se dire en fait on vous a tellement saoulé pour dire le recrutement ça va être comme ça parce que nous autant d'étapes le truc, et en fait et aussi parce que du coup la boîte a une culture de se dire s'ils ont recruté cette personne c'est que ils ont vu juste c'est la bonne personne, alors que si tu es un peu plus humble sur le sujet, tu dis bon on va aller vite, c'est un truc, on va essayer de faire au mieux, mais en vrai on peut aussi se tromper, et aussi la personne en face peut aussi s'être trompée dans sa vision de ce qu'on était et ce qu'on allait lui proposer, et ça peut arriver peut-être un peu plus souvent qu'on arrête une période d'essai et ça va pas être un drame. Et donc ça c'est, je caricature, bien sûr il faut on va tendre vers une moyenne qui est pas dans ce sens-là, mais parfois il faut accepter qu'il y a ces extrêmes-là pour qu'on puisse être agile et rapide, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et puis, comme tu le dis, la période d'essai, elle peut remplacer un assessment. Comment ça, Christophe? et faire largement le job. C'est la réalité, en fait. Non, mais forcément, il y a des moments où, comme tu dis, il faut savoir aussi faire preuve de rapidité, d'agilité. Et tu vas pas forcément... Ouais, il faut être malin. Bien sûr que si tu le fais tout le temps, en fait, ça déséquilibre trop les équipes, ça fait le chaos, ce soit sur un métier très opérationnel ou un dirigeant. Mais... Et côté candidat, est-ce que vous faites des enquêtes candidats ? Est-ce que vous sondez justement, histoire d'avoir sur le volume, pris, pas pris, qu'est-ce que vous avez pensé de notre process On ne le fait pas chez Free ni Iliad, alors peut-être en Pologne. Turbulence. Ouais. Qui est la pilote ? Merde. On l'applaudira pas quand il va atterrir. Il n'a pas mérité là. Il y a peut-être en Italie, en Pologne, ils le font, pas à ma connaissance, mais c'est des choses qui existent, que j'ai pu faire avant, pas aujourd'hui chez Free, mais c'est intéressant parce que en fait, c'est aussi autour de la structure de aujourd'hui, quel ATS tu utilises, quel ATS tu pourrais utiliser, est-ce que les sujets sont assez documentés, scriptés, structurés pour qu'en fait tu puisses en retirer quelque chose. Par contre, dans des expériences précédentes, je l'ai fait, je suis passé par des outils du marché, des outils comme Stard, d'autres qui sont intégrés dans l'ATS. La plupart des ATS aujourd'hui l'intègrent un petit peu dedans. Et donc, est-ce que c'est dans un projet 2025 ? Peut-être, pas sûr. Et est-ce que tu penses qu'un candidat type du marché, en France, a suffisamment de visibilité sur les métiers que tu offres aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a pas un métier chez Iliad, il y en a des centaines. Est-ce que vous êtes au clair avec ça ? C'est-à-dire sur être capable de dire, tiens, toi, si tu vas sur mon site, Christophe, tu vas être capable de comprendre et de découvrir tous les métiers du groupe.
Alors, je suis plutôt humble, donc je vais dire non. On a beaucoup de choses à faire pour mieux, et surtout que les métiers du télécom sont quand même très riches. Il y a plus de 200 métiers, il y a des métiers extrêmement spécifiques du terrain, très proches des métiers BTP, d'autres qui sont plus dans la conception radio, d'autres dans l'ingénierie, et puis des fonctions support classiques. Ce qu'on a fait à travers donc la campagne est associé à un site qui s'appelle être-free.fr que j'invite tout le monde à visiter de suite. Maintenant, coupez le podcast, allez sur le... et être free. On veut mettre un lien ou pas? Je pense qu'on le lien. Ce qu'on fera, on coupera à ça, tu vois. On mettra une petite musique. Donc être-free.fr, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est on s'est dit, voilà, c'est un site très très contenu. Donc tu vas scroller en tant que candidat, donc tu as des pages métiers, mais tu as un scroll page homepage où tu as 5 types de cards, tu as un chiffre, des punchlines, des vidéos, des stories. Et donc l'idée, c'est autour de nos métiers, autour de notre culture, que les personnes puissent le voir. Après, évidemment, il n'y a pas 200 métiers qui sont spécifiquement, mais tu as quand même des vlogs où tu vas sur le terrain, voir ce que c'est que de mettre des antennes en hauteur, d'autres, etc., en boutique, en proxy. Mais c'est vrai que non, je pense que en fait c'est une bonne question parce que il y a beaucoup, Merci. Il y a très bon. Voilà, tu devrais arrêter d'être pilote de ligne. Tu pourrais te reconvertir Tu dans pourrais les te podcasts, reconvertir. hein, je pense. Un site RH, tu vois, les lignes aériennes, MyRH Line par exemple. Je connais pas. Ça serait cohérent. Allez, on passe à la petite question boîte noire. Oula, Ah là, la Oh, boîte noire. rien de méchant. j'ai peur. Question Alors, peut-être un peu plus générale. Yes. question de la boîte noire. J'essaie de te relire. L'affiche est très pro pourtant. On pourrait croire que c'est imprimé. Alors Assam, quelle innovation au recrutement a le plus de potentiel selon toi? Waouh. De manière générale. Ouais. Oui. Alors en fait, c'est une question. Alors je vais répondre. Je pense que on a tenté pas mal de choses récemment. On est sollicité comme tout le monde tous les jours par une nouvelle start-up qui lance soit une IA autour du recrutement, soit quelque chose qui va faire du parsing de CV, d'autres qui sont sur les soft skills des compétences, d'autres qui sont sur comment on diffuse vos offres différemment. On a testé à peu près un petit peu tout en pilote. On n'a rien implémenté à l'échelle de tout le groupe, mais on a fait plusieurs pilotes, notamment avant et après la campagne marque employeur, avec des agences qui vont pousser nos offres sur des Snap, TikTok, Insta, avec des formats différents évidemment, pas genre la fiche de poste, mais à travers justement des contenus vidéo. C'est ok, après je ferai le bilan après. On a testé quoi? On a testé des choses qui vont nous faire des candidatures vidéo plutôt que via CV. On a testé des choses qui vont faire un petit peu de prédictif justement à travers un pré-filtrage IA ou pas d'ailleurs sur des campagnes de candidature un peu au volume, relations abonnés et boutiques. Et on a testé... on teste en fait globalement pas mal de ces outils du marché qui sont des révolutions technologiques. J'ai envie de dire globalement, ça n'a pas révolutionné les résultats pour le moment, mais je dis ça vraiment avec des guillemets parce qu'on est free, parce qu'on a une marque qui fait que de toute façon le volume de candidatures qu'on a entrantes est suffisamment important pour qu'on se dise, voilà, ça n'a pas disrupté ou être game changer de prendre cet outil. Peut-être que je lance une boîte demain, je suis vraiment inconnu au bataillon, je tente ce truc-là, et d'avoir 10 candidatures de plus via les réseaux sociaux, c'est déjà quelque chose d'important. Là où la technologie a déjà commencé, moi je le vois, c'est que dans LinkedIn, dans notre ATS, dans les outils qu'on a du marché, et qu'on fait nous-mêmes à travers les outils IA génératifs à notre disposition, c'est toute la partie en fait rédactionnelle, administrative, qui peut être game changing et même un peu itération d'idées. À titre personnel, je l'utilise beaucoup, mais on commence à le voir de plus en plus dans les outils. L'édition des contrats, l'édition des messages d'approche, l'édition de process, la visualisation de tout ça. C'est des choses qu'on commence à utiliser de plus en plus. Et je dirais que l'impact que je vois le plus, c'est quand même sur cette partie-là. Donc, c'est pas un outil, c'est en fait comment tu mets ça dans les outils existants où tu prends un outil du marché, tu prends celui qui l'intègre le mieux. Et je vais quand même répondre à ta question. L'innovation technologique le plus important dans le recrutement reste la collaboration avec les managers et l'engagement des managers. Parce qu'en fait, tu as beau avoir la meilleure technologie,
en tant que recruteur, en tant que RH, si ton manager en face... Je te dis qu'il se mouillerait pas. Non, mais c'est pas que je me mouille pas, c'est qu'en fait, je reste convaincu à ce stade. Peut-être que tu vois, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, je vais dire autre chose. Mais si ton manager, t'as pas taclé et craqué la problématique avec lui, t'as beau avoir les meilleurs outils du marché, tu recruteras pas forcément mieux. Stack, ça va changer, quoi. Ouais. Allez, en conclusion, Rassam, si tu devais améliorer une seule chose dans le monde du recrutement, ça serait quoi? Ouais. Pour aller dans la continuité de ce que je disais, ce serait, je vais pas dire un monde inclusif dans le recrutement, que les salaires soient les plus transparents possibles, etc. Parce que je suis plutôt du monde très pragmatique et parfois cynique sur le sujet, où par pragmatisme, on va s'améliorer petit à petit sur le point. Franchement, moi, mon enjeu, c'est comment tu places le recrutement au cœur du business. Donc, je rêve d'un monde où, day one, un CEO, un manager, il a autant d'excitation quand il va parler du recrutement, d'un outil recrutement, d'un ATS, de la façon d'aller sourcer un candidat ou de faire une annonce, qu'il a d'excitation que quand il va installer son CRM, son Salesforce, qu'il va vouloir ouvrir un nouveau bureau ou qu'il va faire une présentation pour le COMEX, etc. Donc mon rêve, c'est ça. Et je pense, alors un rêve, c'est un grand mot, mais je pense que c'est mon souhait, c'est que la plupart des dirigeants, la plupart des managers comprennent que le recrutement est un enjeu business comme tous les autres qu'ils ont. Rassam, tu aurais un conseil à donner aux RH ou aux recruteurs, direction du recrutement, qui souhaitent faire passer ce message à leur CEO? Écoute, le premier message, c'est patience. Parce qu'effectivement, c'est un vœu pieux. Je le souhaite fortement, mais c'est pas quelque chose qui s'acquiert en 2 secondes. C'est quelque chose qu'il faut faire au fil de l'eau. Donc, d'y aller petit bout par petit bout. Prendre un petit bout du process existant. Attendre et sentir, en fait, chez ton interlocuteur, à quel moment il sent qu'il a quelque chose à apprendre lui-même, en se disant, c'est vrai que là-dessus, on s'est gouré sur le recrutement d'un tel. Ou, on n'est pas allé assez vite. D'attendre qu'il y ait un enjeu, et par un petit bout du process, et commencer tout de suite à dire super, si tu veux, j'ai une idée, viens, on l'essaye, et attendre de voir ce que ça donne. Au moment où ça marche, faire état du fait que ça a marché et petit à petit y aller. Si tu arrives comme un bourrin et tu prends une formation de 5 heures en disant voilà pourquoi ça et le recrutement inclusif et il faut faire des scorecards et ensuite il faut décider rapidement, en fait les gens ils ont tous une vie, ils ont tous un taf. Donc petit à petit, il faut être malin, il faut être stratégique et il faut du coup faire preuve de patience. Écoute Rassam, voilà venu le temps de te remettre les ailes de capitaine du recrutement. Donc bravo à toi et merci pour ta participation. Je pars avec un cadeau. Vous êtes bien à bord du vol Destination RH avec Christophe et David Assesperst. La petite voix. Je peux le garder? Bien sûr. Oh oui, merci. Merci Rassam. Merci à vous les gars. Rassam.